Nous sommes le 6 juin 1944. Le monde va bientôt changer. Le D-Day est une opération navale sans aucune mesure. Pourtant, certains éléments ont été sous-estimés. Venez découvrir avec moi les erreurs qui ont presque failli faire échouer cette mission. Bienvenue dans la suite des secrets du débarquement. Les Allemands se sont opposés farouchement aux Anglo-Saxons, c'est ce que nous allons voir tout de suite. La partie n'était pas gagnée d'avance. Plusieurs facteurs doivent être réunis pour la réussite du D-Day. Une nuit de pleine lune et peu de nuages pour permettre les bombardements alliés. Un vent faible pour le parachutage des forces aéroportées. Peu de vagues à la côte pour le débarquement des hommes et du matériel. Le D-Day doit avoir lieu à l'aube avec une marée basse au lever du soleil. Pourquoi d'après vous? Pour bénéficier à la fois d'un effet de surprise et y voir suffisamment clair, et aussi pour déminer les plages et enlever les obstacles déposés par les Allemands. Les STAG, le monsieur météo du débarquement, prévoit une dégradation à partir du 2 juin. La météo va-t-elle faire annuler le débarquement? Comble de malchance, une tempête se prépare qui rendrait dangereuse la navigation dans la Manche. STAG prévoit une amélioration à partir de l'après-midi du 5 juin, avant le début d'une nouvelle dégradation. Le débarquement est retardé. Eisenhower se décide finalement pour la date du 6 juin. Il prend l'une des décisions les plus importantes de sa vie. Il a entre les mains le destin de milliers de soldats. Il prend le temps de rédiger un message. Écoutons Ike. Bonne chance. Implorons la bénédiction du Tout-Puissant sur cette grande et noble entreprise. Restez attentifs, car l'autre facteur pourrait vous étonner, bien qu'il semble évident quand on connaît l'ampleur et la dimension qu'a pris Overlord. Ça y est, le débarquement est lancé. Mais songez que la concentration des troupes a posé d'énormes problèmes de sécurité à l'état-major. Il fallait à tout prix éviter que leur ampleur ainsi que leur cantonnement donnent des indices sur l'endroit et la nature du débarquement. Les Alliés mènent donc une grande opération d'intoxication destinée à faire croire aux Allemands qu'ils allaient débarquer dans le Pas-de-Calais. Les Alliés rassemblent des tanks en caoutchouc et créent une armée fantôme qu'ils confient à Patton. Ils suscitent aussi de faux trafics radio et intensifient leur bombardement dans le nord de la Seine. La concentration des troupes entraîne des heurts avec la population locale. À la veille de D-Day, quelques 1,5 million de GI étaient stationnés au Royaume-Uni. Les Américains avaient la réputation d'être sursexuels, surpayés et d'être vraiment partout. Cet audacieux général Feldmarschall va compliquer la tâche des Anglo-Saxons. À la tête de la 7e Panzer Division, il va réaliser la percée de Sedan pendant la campagne de France de 1940. De 1941 à 1943, il est à la tête de l'Afrika Korps. Rommel était surnommé le renard du désert. Le saviez-vous? Il déploya toute son énergie à surmonter les pesanteurs et l'inertie des différents échelons du commandement allemand. Il était obsédé par la volonté d'acheminer vers la basse Normandie les unités blindées. Pour lui, il était essentiel, voire vital, de rejeter les Alliés à la mer. Les unités blindées devaient être à proximité de la côte pour réagir tout de suite. Deux généraux se partageaient le commandement des forces allemandes en Normandie, Von Rundstedt et Rommel. Lui avait une vision tout à fait différente de Rommel. Il recommandait de laisser les Panzer Division à l'arrière du front pour frapper les Alliés une fois qu'ils avaient débarqué. Nommé à son poste par Hitler, Rommel part en 1944 en Normandie. Rommel va considérablement améliorer les défenses du mur de l'Atlantique en Normandie. Il va creuser des digues, des tranchées et inventer toutes sortes d'obstacles pour gêner le mouvement des Anglo-Saxons. Les fameuses asperges de Rommel. De grands poteaux enterrés pour qu'ils sortent du sable, reliés à un fil d'acier et associés à des mines antipersonnelles.
Les subordonnés de Rommel avaient bien conscience des dangers qui pesaient sur la défense allemande en Normandie. Le 12 mai, le général Marck précise: compte tenu des attaques et des reconnaissances aériennes dans le Cotentin, il ressort que l'adversaire prévoit une action importante. La 12e division blindée SS doit être transférée au sud de Saint-Lô immédiatement. Les Allemands avaient bien prévu l'attaque des Alliés en Basse-Normandie. Dès avril 1944, ils en étaient convaincus. Pourtant, l'effet de surprise joua. En effet, les 2 et 3 juin 1944, les Alliés ont détruit le quartier général du renseignement aérien allemand à Urville, près de Cherbourg, puissant centre d'écoute où les Allemands décryptaient les ondes radio en Angleterre, notamment les préparatifs de bombardement aérien. Le 5 juin, Dwight Eisenhower écrit ces lignes. Si des erreurs ou des fautes ont été commises, j'en porte seul la responsabilité. Eisenhower avait bien conscience des risques que comportait cette opération Overlord. D'ailleurs, à Omaha, le général Bradley, à bord de l'Augusta, envisagea à un moment donné un repli. Et les pertes à Omaha furent particulièrement élevées. Voyons ensemble le dispositif allemand sur cette plage pour contrer les Américains. Omaha est large de 5,9 km, situé à 12 km à l'est d'Utah Beach. L'état-major US a prévu 5 sorties de plage. Le terrain n'est pas favorable aux Américains. Les batteries allemandes sont juchées sur une hauteur au versant raide et sablonneux qui culmine à 40 mètres. Cette plage est répartie en 4 zones de débarquement: Charlie, Dog, Easy et Fox. 13 000 bombes sont larguées, vous vous rendez compte? Mais les bombardiers ouvrent leur soute quelques secondes trop tôt ou trop tard à cause du plafond. Résultat, les avions ont raté leur objectif. Du coup, les bombes tombent à 5 km du rivage. À 5h50, c'est la marine qui rentre en danse. Mais les tirs sont trop courts et le bombardement est trop bref. En 1998, vous êtes peut-être allé au cinéma voir Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Le début du film montre particulièrement la violence des combats à Omaha Beach. Les Allemands sont en mesure de repousser les Anglo-Saxons. Et d'ailleurs, pendant un moment, ils ont cru à la victoire. Les 14 nids de résistance allemands sont encore opérationnels. Et les Américains doivent affronter des troupes du front de l'Est, qui sont aguerris, alors que certains GI sont des bleus, jeunes, et même ont été tirés au sort. Les renseignements alliés n'ont rien vu, ils pensaient que les GI auraient à affronter des troupes de second ordre. La première division d'infanterie, la fameuse Big Red One, la 29e, sont les premières à être transportées vers les plages pour prendre d'assaut Omaha. La Big Red One comporte des vétérans et a combattu en Afrique du Nord et en Sicile. Vous n'allez pas me croire lorsque je vais vous dire qu'Heinrich Semerlo, surnommé la bête d'Omaha, a affirmé dans sa biographie qu'il avait abattu plus de 2000 soldats US. À 5h45, 32 chars Sherman amphibies sont mis à l'eau. Les blindés sont équipés de jupes qui doivent leur permettre de flotter. La houle est trop forte et l'opération a débuté trop loin des côtes. 27 chars sombrent avec leur équipage. En plus, à cause du vent et des courants, les péniches de débarquement n'abordent pas aux endroits prévus. Et pour finir, les Alliés sont trahis par la marée, car à cause du vent trop fort, la marée a débuté une demi-heure plus tôt qu'annoncé. Les obstacles sont partiellement immergés et le déminage ne peut rien faire. Les GI sont équipés d'un fusil Garand, protégé de l'eau de mer par une poche. Sauf que pour se servir de leur fusil, ils doivent être sur la plage, enlever la poche. Tant qu'ils sont dans l'eau, ils ne peuvent pas utiliser le Garand pour se défendre contre les tirs ennemis. Les pertes à Omaha s'estiment à quelques 4700 hommes, lesquels furent tués, blessés ou encore portés disparus. Les Alliés ont débarqué. Maintenant, ils peuvent s'enfoncer à l'intérieur des terres et là, une mauvaise surprise les attend. Staline profite de l'ouverture de ce second front pour lancer l'opération Bagration le 22 juin. Celle-ci ne s'arrêtera qu'à Berlin et c'est 10 divisions allemandes en moins qui seront face aux anglo-saxons. Imaginez, vous êtes un GI, vous avez froid, vous êtes dans l'humidité, vous avez à peine une ration militaire pour manger, vous avez soif, bienvenue en enfer.
Le débarquement permet de mettre en place une tête de pont efficace en quelques jours. La suite est nettement plus compliquée. À l'est, les Britanniques n'arrivent pas à prendre Caen, pendant qu'à l'ouest, l'armée du général Bradley s'enlise dans le bocage du Cotentin. Ça, c'est une autre histoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Dans le prochain épisode, on verra plus en détail la guerre du bocage et comment les Américains se sont comportés avec les Français. À la prochaine, ciao.